Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors ce mois-ci, cela fait 4 ans, effectivement, que j'ai lancé le podcast. Pour, au départ, enquêter sur comment les dirigeants conjuguent impact et performance, concilient les enjeux à la fois économiques, sociaux et sociétaux. Alors je le fais toujours pour la même raison. Et je dirais, je vais reprendre 2 termes aujourd'hui pour conjuguer humanité et performance. Gardez bien en tête ces 2 termes parce qu'on y reviendra tout à l'heure, vous verrez pourquoi. Et du coup, on va y revenir tout à l'heure, ce qui veut dire que l'épisode d'aujourd'hui vient, je trouve, parfaitement célébrer les 4 ans de ce podcast. Je remercie donc Béatrice qui a accepté que je l'interviewe cette semaine et vous allez découvrir dans pas longtemps sur quoi. Mais alors à l'occasion des 4 ans, je voulais vous proposer quelques nouveautés. La première, c'est de vous proposer de faire un tour du monde des pratiques managériales, mais en français. Pourquoi en français ? Parce que je sais que pour certains, écouter l'anglais peut être compliqué et ça se respecte totalement. Du coup, j'ai trouvé un moyen de rentrer en relation avec pas mal de dirigeants expatriés qui vont nous partager leur vision de l'entreprise de demain et des pratiques managériales un peu partout dans le monde. La deuxième nouveauté, c'est que j'aimerais vous proposer des épisodes collectifs. Alors, j'ai fait une première démarche embryonnaire qui consistait à demander sur LinkedIn qui était passé ou était en train de passer la semaine de 4 jours, puisque j'avais envie un peu de faire un épisode un peu enquête. Donc ça, c'était la première chose. Donc n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas vu, mais que vous êtes en train d'essayer cette démarche ou que vous avez essayé, d'ailleurs même si ça a été un échec, parce qu'en fait, je m'intéresse quels sont les bénéfices, quels sont les inconvénients, les avantages et comment on peut s'y prendre. N'hésitez pas à m'écrire delphine.zanelli@l'entreprisededemain.com ou par LinkedIn ou sur Instagram. Je lancerai une autre thématique au mois de mai, un peu différemment, pour que vous ayez l'occasion d'y participer. Je vous en parle très bientôt. Troisième nouveauté, je voudrais, et je pose l'intention ici, organiser une rencontre physique d'ici la fin de l'année, donc cet automne. Pour cela, je vais chercher des partenaires, un endroit où le faire. Et puis, alors malheureusement oui, ça sera sans doute sur Paris, parce que c'est quand même ce qui est plus simple pour tout le monde, mais je ferai en sorte de vous l'annoncer très tôt. Donc c'est pareil, si vous avez dans vos entreprises des grandes salles qui peuvent être mobilisées, enfin grandes, en tout cas une salle qui peut être mobilisée ou quelque chose, et que vous souhaitez vous associer à cette démarche, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et voilà. Maintenant qu'on a parlé donc des nouveautés, nous allons venir à la célébration. Donc on va célébrer avec cet épisode. Donc j'interviewe Béatrice Rousset, que j'avais interviewée il y a maintenant 2 ans, à l'occasion de la sortie de son ouvrage Les modèles mentaux. Béatrice avec laquelle j'ai travaillé il y a très longtemps. Et aujourd'hui, je l'interroge à l'occasion de la sortie d'un hors-série de Harvard Business Review sur le must de la raison d'être, dans lequel, en fait, il y a un article où elle fait une proposition autour du tort des organisations. Qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je vous propose de découvrir en l'écoutant. Bonne écoute! Bonjour Béatrice. Bonjour Delphine. Merci de m'accorder une nouvelle interview, parce que tu es passée sur le podcast il y a déjà un peu plus de 2 ans. Mais c'est un épisode que j'ai rediffusé 2 fois, je crois même, qui a toujours beaucoup de succès. Donc c'est un épisode sur les modèles mentaux. Je mettrai bien sûr la référence dans les notes de l'épisode. Mais avant qu'on aille plus loin, quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter rapidement, Béatrice ?
Donc, je suis Béatrice Rousset. J'ai travaillé 20 ans dans les très grandes entreprises avec une seule question qui était qu'est-ce qui fait fonctionner joyeusement un système humain ? Voilà. Et le jour où j'ai découvert la clé des modèles mentaux, en fait, j'aurais adoré qu'on m'explique ça 20 ans plus tôt. Et étonnamment, personne n'avait pris le temps de m'expliquer. Et je pense que c'est une clé qui devient vraiment essentielle pour les individus, pour les groupes d'individus, les entreprises et plus généralement pour la société. Et donc depuis 3-4 ans, je suis indépendante. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle Stratégie modèle mental. Je suis en train d'en écrire un autre qui est plus anglais individuel. Et je passe ma vie à propager la bonne parole de la gestion active et consciente des modèles mentaux. Et alors, plus récemment, et c'est pour ça que je voulais qu'on se reparle aujourd'hui, tu as eu un article au sujet d'un sujet sur lequel tu travailles, donc dans le dernier Harvard Business Review, qui est sur le must de la raison d'être, et donc tu proposes de mobiliser le tort de votre organisation. Et ça m'a intéressée parce que je crois, comme je te le disais, que c'est la première fois que j'ai trouvé une analyse qui m'a permis de mettre le doigt sur le pourquoi de ces raisons d'être copier-coller, tourner environnement, quelle que soit la mission de l'entreprise. Mais on va en reparler. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le tort de notre organisation ? Comment est-ce que tu as construit cette façon de regarder les choses et en quoi elle peut nous permettre de définir notre raison d'être ? Quelle belle question, parce qu'il s'agit vraiment de comment j'ai construit cette vision des choses. Moi, j'ai fait plein d'études, j'ai jamais compris ce qui faisait entreprise. Hein, et souvent, quand je pose la question aux dirigeants, c'est quoi une entreprise ? Et je vous mets au défi ceux qui écoutaient, c'est quoi une entreprise ? Qu'est-ce qui fait une entreprise ? Et en fait, le jour où j'ai lu ce livre Sapiens de Yuval Harari, qui nous dit très simplement, vous savez, on est la seule espèce qui arrive à faire collaborer des millions, des milliards d'humains qui ne se connaissent pas pour faire des tâches très complexes comme survivre à un virus. Alors, oui, c'est fou, on est les seuls à faire ça. C'est extraordinaire quand même. Mais la grande question, c'est comment on fait ça ? Comment on collabore de manière massive sur des tâches complexes sans se connaître ? Ce qui est la définition d'une entreprise. Et il dit, on est les seuls capables de croire dans des choses qui n'existent pas à l'état de nature. Un mythe partagé, c'est-à-dire un modèle mental, c'est-à-dire un modèle du réel. Et donc, ce qui fait une entreprise, c'est ces modèles mentaux. Et donc, au début, moi, j'ai travaillé pour les entreprises. Et alors, grande surprise, mais vraiment, j'ai été surprise, c'est que je travaille pour une première entreprise, pour son comité de direction, et en fait, il y a 2 modèles mentaux qui émergent. Je dis, tiens, et je retravaille pour une autre entreprise, 2 modèles mentaux qui émergent. Je dis, Et alors, de façon assez incroyable, parce que c'est vrai que ça correspondait à tout ce que j'avais pu lire par ailleurs, c'était toujours un modèle mental féminin et un modèle mental masculin, au sens archétypal. Tu as un exemple à nous donner ? Très simple. Il y avait une entreprise, j'ai eu de la chance parce que c'était 2 dirigeants d'une entreprise qui faisait à peu près 400 salariés, donc assez raisonnable en termes de taille, et l'un d'entre eux allait partir à la retraite, un des 2 dirigeants. Et donc il était préoccupé de la transmission. Et donc, il m'avait demandé à la fois d'accompagner les 2 dirigeants, donc lui et son associé, et le système. Et donc, j'ai remarqué un modèle mental féminin, donc au sens archétypal, c'est ce qu'on appelle la coupe, la réceptivité. Et chez eux, c'était quelque chose, je l'ai résumé en humanité, c'est-à-dire que vraiment, il y avait une préoccupation extrêmement sincère et tangible, il donnait beaucoup de valeur au fait que chaque humain dans le système pouvait vivre à sa guise. Donc, par exemple, si certains devaient aller à la piscine à 15h, ils pouvaient aller à la piscine à 15h. Si d'autres déjeunaient plutôt à 11h, c'était OK. Et donc, ils avaient développé tout un système vraiment fondé. Et pourquoi ? Parce que ces 2 mêmes associés, qui travaillaient dans le monde, pour faire court, de la SS2I informatique, avaient beaucoup souffert de ne pas pouvoir respecter leur manière d'être humain. D'accord ? Donc, il y avait un modèle mental très, très fort dans cette entreprise qui dégoulinait partout. Partout, on voyait que tout le monde pouvait vivre à sa guise. Une forme de liberté. J'avais appelé ça humanité, ce qui ne veut rien dire quand on prend le mot, mais eux qui le vivent, ils savaient très bien de quoi je parlais. Et le modèle mental masculin, au sens archétypal, le masculin au sens archétypal, c'est l'épée. Agir.
pénétré. Chez eux, c'était, je l'ai résumé en performance. Ces deux hommes étaient extrêmement performants. Ils gagnaient beaucoup d'argent, c'était les meilleurs de leur classe. Et c'est vrai que dans leur organisation, il y avait un goût de la performance, mais vraiment ce goût en termes de compétition et d'être le plus brillant, d'être celui qui va remporter le contrat, une très grande stimulation. Et donc, ce qui est assez troublant, et j'en reviens à la réponse, c'est qu'il y avait ces deux modèles mentaux qui, de prime abord, peuvent sembler opposés. Hein. Oh, chacun peut vivre à sa guise, exprimer son humanité, et je suis le meilleur. Mais chez eux, ces deux modèles mentaux, en mouvement, ça générait toute l'énergie de ce système. Et alors là, je me suis dit, tiens, c'est étonnant. C'est quand ces deux modèles mentaux vivent ensemble qu'il y a une énergie incroyable. Et donc, je me suis dit, tiens, quel est le mouvement qui représente le mieux le mouvement d'énergie? Et je suis tombée dans mes lectures sur le Thor. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est le Thor. Moi, je ne savais pas ce que c'était. C'est bizarre qu'on ne sache pas. T-O-R-E, c'est le modèle universel de circulation de l'énergie. C'est la forme de notre univers. C'est la forme dans un électron du mouvement au sein de l'électron. Donc, tout le monde connaît cette forme. Et donc, j'ai pris ce modèle pour illustrer le mouvement entre ces deux modèles mentaux. Mais c'est pas facile pour nous, parce que c'est un mouvement. C'est pas humanité ou performance. C'est quand humanité et performance sont dans ce mouvement que c'est terriblement créateur. Tiens, le mouvement entre le féminin et le masculin serait donc source de création et d'énergie. Tu vois, je suis pas allée chercher très loin. Toute l'humanité nous l'a dit. Ce qui est très nouveau, c'est bien sûr de se représenter une entreprise comme ça. Oui, ce que j'allais dire, oui, voilà, c'est peut-être pas nouveau sur un aspect fondamental. Exactement. Mais c'est très nouveau sur un aspect instrumental, c'est-à-dire comment ce que tu en fais, comment tu l'utilises et comment tu fais. C'est pas nouveau ontologiquement parlant, oui, voilà. Mais c'est très nouveau pratiquement parlant. Oui, c'est exactement ça. Donc voilà ce que c'est le Thor, et ta question est formidable, parce que c'est vrai que c'est une manière de se représenter le fonctionnement d'une entreprise tout à fait inattendue par rapport à ce qu'on nous a appris, en tout cas moi ce que j'ai appris en école de commerce, mais je te l'avoue, je trouve ça très très utile aujourd'hui de se le représenter ainsi, notamment sur ton introduction Delphine, quand moi-même j'ai observé qu'on demande à toutes les entreprises la même chose, hein, c'est-à-dire, et de faire la même chose. Alors, en fait, justement, on va y revenir, c'était ce que je disais au départ. Aujourd'hui, on sait que les entreprises ont une pression sociale, sociétale, humaine forte, pour rester attractives, on leur dit que ça va dépendre de leur raison d'être, de leur flexibilité, de l'acceptation, du travail à distance, du remote, etc. Et du coup, là, il y a un vrai risque de se conformer, en fait, de perdre sa singularité, de s'oublier. Et en fait, tu as une analyse que tu proposes dans l'article qui va avec le Thor, où tu dis, pour définir sa raison d'être, il faut d'abord regarder à l'intérieur avant de regarder à l'extérieur. Donc ne subissons plus les injonctions de la société, n'ayons plus peur, ayons confiance en qui nous sommes, qui on a été jusque-là, ce qui nous a, voilà, et regardons à l'intérieur, et regardons avec justement ce filtre que tu nous proposes pour identifier le Thor. Et tu n'es pas la seule à être interviewée, j'ai lu beaucoup d'autres articles, et c'est vrai que quand on regarde beaucoup des raisons d'être, elles sont tournées vers l'extérieur. Alors qu'on dit que les questions fondamentales pour la raison d'être, c'est qu'est-ce qui manquerait au monde si j'existerais pas? Donc normalement c'est quand même une question, c'est même une question qu'on devrait se poser nous. Qu'est-ce que j'ai à apporter au monde par rapport à qui je suis? C'est vrai que se dire qu'est-ce qui manquerait, ça peut paraître présomptueux, mais en même temps si je suis là, c'est bien pour une raison. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi, la façon dont tu l'articules justement et dont tu proposes d'avancer sur ce sujet? Oh, t'as dit le mot le plus important, se conformer. En fait, il faut pas détenir. L'idée, il s'agit pas de détenir la vérité. Il s'agit de la devenir. Quel beau programme, n'est-ce pas, un beau programme pour les humains. On le sait tous, dans des crises, quand on est chahuté par la vie, qu'est-ce qui se passe? On retrouve au fond de nous des ressources insoupçonnées. On l'a tous vécu à l'échelle de notre existence individuelle. C'est pareil pour une organisation. Et donc, moi, ce qui me trouble, c'est que moi, ma mère, c'est une paysanne polonaise qui est arrivée en mai 68 à Paris. Et parce qu'elle a dû se conformer,
il y avait des injonctions sociétales qui faisaient que quand on était une paysanne polonaise à Paris, on était regardé d'une certaine manière et il y avait plein de possibles qui lui étaient interdits. Ce qui est génial avec l'avancée de notre époque, c'est qu'on a fait pas mal exploser toutes ces injonctions sociétales des individus, donc toutes ces castes, ces représentations, et on a conquis une forme de liberté. Mais ma grande question, c'est qu'est-ce qu'on a fait de cette liberté ? Parce que ce qui est bizarre, c'est que moi je vois que mes fils, j'ai 4 enfants, ils sont pas pris comme ma mère dans des grosses représentations sociétales, de religion ou de niveau. Ils ont une opportunité extraordinaire, mes fils, c'est qu'ils doivent construire eux-mêmes leur identité. On est passé d'un monde de représentation à un monde de présentation au monde. C'est pour ça qu'il y a autant de jeunes tatoués. C'est leur manière à eux de présenter leur identité au monde, puisqu'ils ne peuvent plus se reposer sur ces groupes jadis pour définir leur identité. Sauf qu'on n'est pas au courant, on dirait. Et donc on se rend compte que le mécanisme qui sous-tend notre identité, j'ai raison d'être, c'est les modèles mentaux. Et donc, on a fait exploser, et c'est une bonne nouvelle, les représentations pour qu'on puisse vigoureusement utiliser notre capacité à créer le sens. Mais on n'est pas au courant. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on laisse aujourd'hui des gens nous dire la vérité. Et plus uniquement au niveau des représentants, maintenant on le voit que c'est au niveau sociétal, macro. Voilà. Donc c'est vrai pour des individus comme mes fils, mais c'est aussi vrai pour les entreprises. Et donc, le seul truc, c'est très mignon de dire, c'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, même si on sent la justesse du propos. Évidemment, on sait bien que le meilleur moyen face à des grandes crises, c'est de chercher ses ressources profondes. Donc c'est assez évident, je trouve. Par contre, ce qui est moins évident, c'est quoi à l'intérieur, alors ? Ouais, puis on n'est pas souvent appelé à le faire, mais on pourrait revenir. Mais donc, c'est quoi à l'intérieur ? Alors, on n'est pas souvent appelé à le faire, merci, mais par contre, on le sent tous. Et donc, je vais faire un tout petit... parce que moi, j'ai eu la chance de beaucoup, beaucoup travailler au mois de mars, et donc je suis allée dans des entreprises extrêmement différentes. Et ce qui est chouette, c'est que moi, je suis une intervenante externe. Donc, je peux faire des formations de 3 jours ou une conférence de 40 minutes. Et puis, je parle beaucoup avec les gens avant et après. Et ils sont assez libres, parce que moi, je suis une intervenante externe, je viens... Et donc, j'étais très surprise de voir plein de gens très heureux en entreprise. Et puis, vraiment des entreprises de tailles très différentes. Ils sont vraiment heureux. Et en fait, ils sentent l'énergie de leur entreprise, ils sentent la justesse de ce qu'ils font, ils sentent qu'ils ont raison d'être. Donc, ils le sentent. Après, ce qu'on leur dit, c'est autre chose. Mais ils le sentent. Donc, il y a une vérité intérieure. Alors, comment tu l'as fait émerger ? Comment est-ce qu'on va chercher ça ? Alors, exactement, la grande difficulté, parce que moi, je trouve ça assez évident, ce que je raconte, ce qui est beaucoup moins évident, c'est comment on le qualifie, cet intérieur. Et surtout, alors, ensuite, comment on peut construire un discours à partir de cette vérité intérieure pour résister à ces injonctions de conformité sociétale. Eh bien, c'est les modèles mentaux. C'est-à-dire que à chaque fois que j'interviens dans une entreprise et que je rends explicite l'implicite, visible l'invisible, il y a toujours un énorme soulagement général, une évidence, une libération d'énergie en disant « Oh, c'est nous !» Mais bien sûr. Et donc, au début, était le verbe « et c'est pas toi que je vais dire ça, Delphine, fondamental de pouvoir en parler. Donc peut-être que jadis, on pouvait se passer de parler de notre singularité, mais aujourd'hui, avec ce défi où il y a ces grandes injonctions sociétales, je crois que les entreprises sont poussées à qualifier leur singularité, à la rendre explicite et à, je vais oser le dire, l'honorer, la respecter, la reconnaître. Et la rendre explicite, la qualifier par rapport à ce qu'ils sont. Et par rapport à ce qu'ils sont, et tu reviens à ton sujet de départ, exactement, de dire sur ces 2 pôles, que tu appelles justement un pôle qui est l'humanité féminin et masculin, féminin, l'humanité et la performance, oui, si j'ai bien retenu. Et donc en fait d'aller chercher en fait qu'est-ce qui va nous définir en fait sur ces 2 angles-là. Et surtout, c'est non seulement ça permet de qualifier, ce qui est intéressant, c'est l'identité n'est pas quelque chose de figé. L'identité, c'est une relation, c'est un processus. Moi, on a eu la chance, Delphine, de se rencontrer il y a longtemps, je crois qu'il y a une 20aine d'années. J'ai un peu changé, je crois, et néanmoins, je reste Béatrice. Et toi, c'est pareil. Donc, on sent bien que l'identité,
ça dit quelque chose, même si beaucoup de choses changent. Donc c'est un processus, c'est une relation, d'accord ? Et donc, c'est très troublant, parce que c'est très déconcertant, mais c'est étonnamment, toutes les entreprises que j'accompagne, plus elles respectent leur singularité, c'est-à-dire, oui, peut-être que tout le monde fait ça, mais nous, voilà ce que nous, on va créer. Et c'est très contre-intuitif, mais plus une entreprise respecte sa singularité profonde, plus elle va puissamment contribuer à l'universalité. Ce qui finalement est un peu une théorie de marketing, parce que la réalité, c'est celle-là. Mais ce qui m'intéresse aussi dans ton approche, enfin en tout cas ce qui a retenu mon attention, que je voulais partager avec les auditeurs, c'est aussi, tu expliques que la singularité, elle s'exprime par son tort, donc ça traduit le mouvement entre ces deux pôles qui potentiellement peuvent se poser. Et moi, je suis un peu plus caricaturale, je vais parler justement de performance et d'humanité, et depuis 30 ans que je fais ce métier, j'explique que c'est des choses qui se combinent, et je trouve qu'on ne fait que les opposer. C'est-à-dire qu'en fait, on dit qu'une entreprise ne peut pas être bienveillante si elle regarde ta performance, mais je vois pas comment elle peut être bienveillante si elle n'est pas performante, parce qu'elle va pas pouvoir contribuer. Et quelque part, tu redonnes aussi sa place à ça. Et ça, j'ai trouvé aussi que c'était intéressant, parce qu'il y a aussi cette approche. Et que dans beaucoup des raisons d'être, on a perdu cette notion de performance. L'entreprise a tellement une injonction à être... Et c'est pour ça qu'on a quand même, j'en parlais au départ, mais je ne sais plus combien de raisons d'être sur la mobilité de demain, le monde de je sais pas quoi, enfin bon, il n'y a rien à voir avec ce que fait l'entreprise, et tout à voir avec juste le fait de dire il faut qu'on montre qu'on agit pour. Ça me touche beaucoup quand tu dis ça, parce que, surtout dans cette période, Solzhenitsyn disait le bien et le mal traversent le cœur de chacun. Ou Tolstoï disait « Beaucoup songent à changer le monde, peu de gens songent à se changer soi-même ». Moi, depuis que je suis toute petite, et quand je dis ça, c'est pour expliquer ma théorie, j'ai toujours été, je m'appelle Béatrice, je suis quelqu'un d'extrêmement enthousiaste. D'accord ? Depuis que je suis toute petite fille, je pense que tu peux le témoigner, Delphine. Donc je suis très enthousiaste depuis que je suis toute petite, mais j'ai toujours été la meilleure de ma classe, et j'ai toujours la meilleure en maths. Donc j'ai toujours été une grande matheuse, j'ai eu 20 sur 20 à HEC en maths. Et depuis petite fille, tout le monde me demandait de choisir. C'est-à-dire, personne ne comprenait. Je suis enthousiaste ou je suis rationnelle ? Et j'ai beaucoup souffert. Parce que, je pouvais faire la fête toute la nuit et lire 4 bouquins, faire des exos de maths. Et je voyais bien l'incapacité du monde de me reconnaître. Mais en fait, c'était mon incapacité de me reconnaître. Et puis, dans mon propre voyage, j'ai découvert qu'il n'y avait rien de contradictoire. En l'occurrence, en moi, je suis enthousiaste et rationnelle. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train de développer une théorie de l'énergie, parce que c'est ça dont il s'agit, de l'énergie, l'enthousiasme, et j'en fais quelque chose d'extrêmement rationnel. Et donc, c'est contre-intuitif, mais je crois que c'est la beauté de l'humanité. C'est ces mouvements d'union. Et d'au lieu, c'est très tentant de dénoncer des monstres ou des coupables et de les stigmatiser. Qu'est-ce que c'est pratique ? Et malheureusement, c'est beaucoup plus difficile de voir que en nous, on porte ces monstres. Mais en faisant ça, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Je pense qu'on est passé d'un monde qui exige la responsabilité humaine, donc je vais le qualifier. Responsabilité en latin, c'est respondere. C'est ma capacité de répondre à mon environnement. Et comment je réponds à mon environnement en modélisant cet environnement, c'est-à-dire avec les modèles mentaux. Et donc, ma responsabilité, c'est un exercice de liberté. Évident. Et comment on fait ça ? À partir de profondément comment on se représente le monde, comment on modélise le réel. Et donc je pense que c'est vraiment l'invitation, c'est au lieu de se fuir en stigmatisant des sujets ou des impossibles, c'est plutôt s'amuser à s'unir, à réunir en nous, que ce soit individu ou une grande organisation de 20 000 personnes, ces forces qui semblent contradictoires, mais justement, c'est en acceptant ce mouvement d'union entre des pôles opposés qu'on est terriblement créatif. Et les entreprises, moi je t'avoue, tu le sais je crois, moi j'ai une passion pour les entreprises. Parce que on va mettre des milliers de gens ensemble qui ne se connaissent pas. On dit, vous allez faire société. Et c'est pour ça que j'avais une jeune salariée en ressources humaines d'un très grand groupe qui me dit, moi mon entreprise c'est mon refuge. Alors je peux dire qu'elle m'a décontenancée. Je dis, comment ça c'est votre refuge ?
Elle me dit, vous savez, je comprends plus rien à rien. Quand j'allume la télé, la campagne présidentielle, la guerre en Ukraine, je comprends plus rien à rien. Mais quand je suis dans mon entreprise, je comprends. Oh, et là, je me dis, waouh, j'avais jamais vu les choses ainsi. Je l'ai bien sûr profondément remerciée. Parce qu'effectivement, le sens, c'est pas un donné, hein, c'est un acte. C'est pour ça il y a un événement qui se passe dans la rue. Vous avez différents bords politiques qui vont vous donner un autre sens, hein. Et elle, ce qu'elle me dit, c'est que quand elle est dans son entreprise, tout fait sens. Parce qu'ils partagent ces modèles mentaux communs et tendresse pour l'humanité. Moi qui adore ouvrir tous les possibles, je l'ai vu qu'aussi qu'en termes humains, ça fait du bien d'avoir des modalités communes de représentation de la valeur et du fonctionnement des choses pour pouvoir s'apaiser entre nous et créer un peu plus sereinement ensemble. Et donc, c'est ça aussi ce que permet l'entreprise. Et je trouve ça, quoi de plus beau comme contribution sociétale, un peu plus complexe à définir que de faire de se targuer d'avoir éteint les lumières ou d'avoir pas tiré 2 fois la chasse d'eau. J'aime beaucoup, pour conclure, j'aime beaucoup cette notion de, finalement, définir ce qu'on parlait de raison d'être. Définir la raison d'être permet une forme d'apaisement, une forme de refuge, parce qu'on en parle beaucoup sous d'autres angles. Mais en fait, c'est vrai que dans un monde qui est complexe, quelque part, ça nous amène une forme de réconciliation, de simplicité, de repère. Et c'est vrai que s'ils sont clairs, je pense que c'est extrêmement puissant. J'aime bien ce que tu dis parce que c'est des repères, mais c'est c'est une dynamique humaine. Donc c'est ça qui est beau, c'est pas une certitude, c'est pas quelque chose de... Non, tu l'as très bien dit. Et j'ai envie de dire juste, si pour conclure, c'est vraiment, souvent quand je fais les ateliers, je me souviens d'une personne à la fin d'une journée, tout très simplement, elle fait, en fait, on a raison d'être. Point. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.